Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les mémoires d'un proche témoin de l'ascension d'Hitler viennent d'être publiées chez Perrin sous le titre « Hitler, les années obscures ». Franck Ferrand nous en parle cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ces mémoires d'Ernst Hanfstaengl, il va falloir le dire pendant toute cette émission, sont présentées par l'historien Jean-Paul Bled. L'éditeur Benoît Hiver, patron de la maison Perrin, est notre invité cet après-midi. Je le remercie de s'être rendu disponible en ce 8 mai, jour anniversaire de la capitulation allemande de 1945. Avec un sujet pareil, il fallait le préciser. Bien sûr. Et à la fin de l'émission, Franck, vous reviendrez sur les origines du cerf-volant. Oui, c'est vrai. Alors avant cela, je vous propose de nous plonger dans un sujet nettement moins léger, infiniment moins aérien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à la fin du mois de novembre 1922 en Bavière, à Munich, dans une brasserie de la ville. La salle est noire de monde, il y a beaucoup d'agitation, des jeunes gens pour la plupart. Certains portent le costume national bavarois, pas tous. En tout cas, tous sont là pour assister à une réunion publique du NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Tonnerre d'applaudissements à l'entrée de l'orateur, Adolf Hitler, qui se dirige donc vers le centre d'une estrade. Ai-je besoin de vous décrire Hitler? Il porte un complet sombre ce soir-là, un gilet de cuir, des bottes. Il arbore déjà, comme une tache noire au milieu du visage, cette petite moustache appelée à devenir plus tard si célèbre. Il prend la parole et, dès ses premiers mots, sur un ton fort, marqué avec une voix très posée, avec des gestes calculés, il va déployer son grand talent oratoire. Hitler sait jouer sur tous les registres, y compris celui de l'humour, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il sait, comme personne, capter l'attention, la maintenir. Il sait éblouir d'une certaine manière ceux qui l'écoutent. Et il va évoquer ce soir-là, et évidemment, une fois de plus, la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Allemagne depuis la fin de la guerre. On est en novembre 22. Donc, évidemment que la capitulation de 18 est encore extrêmement présente aux esprits. On a vu tout ce qui s'est passé, la signature de ce traité de Versailles qui a mis l'Allemagne littéralement à genoux, et les réparations, les dommages, etc. Bref, et puis l'occupation de toute une partie, de toute la partie ouest du pays. Bref, tout ça a chauffé l'opinion à blanc, bien entendu. Et Hitler, si j'ose dire, joue sur du velours. Il renvoie dos à dos les républicains de Weimar, qui à l'époque sont donc au pouvoir depuis la chute de l'Empire, les profiteurs de guerre, qui sont, on a oublié ça aussi, mais au début c'est le point récurrent, c'est le leitmotiv de ces discours, les profiteurs de guerre, les communistes, les socialistes et, ai-je besoin de vous le dire, les juifs, bien sûr. Au milieu de cette assemblée qui boit les paroles d'Adolf Hitler, un certain Ernst Hanfstaengl, je l'ai bien dit, il est venu là par curiosité, il a été prévenu de la réunion par un attaché militaire américain chargé d'enquêter sur ce parti, sur ce Hitler, qui à l'époque n'est pas encore bien connu. On sait que c'est un ancien caporal, qu'il a été blessé pendant la guerre de 14. Il est connu pour avoir fait un peu de prison, pour avoir perturbé la réunion publique d'un séparatiste bavarois. Bref, il se trouve que l'attaché militaire qui a prévenu notre Ernst Hanfstaengl a été rappelé à Berlin par son ambassade et il a quand même eu le temps de parler à son ami de cet homme, de ce Hitler, qu'il présente comme un homme remarquable, anticommuniste, soucieux de l'ordre, de la discipline. Globalement, tout ça va plutôt bien aux yeux des Américains. Et puis quand même, l'attaché militaire a souligné que sur les affiches placardées pour annoncer la réunion publique était clairement inscrite la mention « Entrée interdite aux Juifs ». De fait, Hanfstaengl est séduit par la faconde d'Hitler, à tel point qu'à la fin de la réunion publique, après les salves d'applaudissements, les hurrahs, les bravos, eh bien, il se surprend presque malgré lui à se diriger vers l'orateur. Alors, imaginez un homme qui fait 1m88, avec un nez fort, menton proéminent, des mains puissantes, le moins qu'on puisse dire, et qu'il contraste singulièrement avec Hitler, qu'il qualifiera d'ailleurs dans ses mémoires de garçon coiffeur de banlieue en costume du dimanche.
À l'époque, il est nettement moins ironique. Herr Hitler, je m'appelle Hanf Stengel, le capitaine Truman Smith m'a chargé de vous transmettre son meilleur souvenir, dit-il à l'orateur qui est encore en sueur de ses dernières envolées. Ah oui, répond Adolf Hitler, le grand Américain. Il m'a prié de venir vous écouter, dit Hanf Stengel, et je puis simplement vous dire que vous avez été très convaincant. Je suis d'accord avec vous à 95% et j'aimerais beaucoup discuter avec vous des 5% qui restent. Mais oui, très volontiers, lâche Hitler, avec un sourire enjôleur. Je suis persuadé que nous ne nous disputerons pas au sujet de ces 5%. Ce jour de novembre 22 va donc marquer le tout début de 15 années durant lesquelles Ernst Hanf Stengel va se trouver en tout cas au plus près d'Hitler, sans devenir pour autant un des hommes de main du futur maître du Troisième Reich. Hanf Stengel n'adhérera jamais au parti nazi et même il essaiera sans succès de fléchir les positions de plus en plus radicales d'Hitler. Il sera en tout cas le témoin privilégié de ces dérives et à terme de la monstruosité d'un homme qu'il finira par fuir, conscient, mais j'ai envie de dire conscient un peu tard, de sa nocivité universelle. Tout cela, Ernst Hanf Stengel l'évoque dans ses mémoires, des mémoires traduits en allemand sous un curieux titre « De la Maison Blanche à la Maison Brune ». Ernst Hanf Stengel était né en 1887, 2 ans avant Adolf Hitler, dans une famille de la haute bourgeoisie munichoise. Dans ses mémoires, il qualifie cette famille d'archi-honorable. C'est vrai qu'elle a donné pendant 3 générations des conseillers privés au duc de Saxe-Cobourg et Gotha. Son grand-père a fondé une entreprise renommée de reproduction artistique. C'est la grande époque. Vous savez, on est en train de... Alors là, les gravures, etc., c'est le grand moment. On a tous les procédés possibles et imaginables. Son père a repris cette affaire. Quant à sa mère, elle a des origines américaines. Et d'ailleurs, à 18 ans, lui va poursuivre ses études à l'université Harvard. Son père a derrière la tête l'idée de lui confier la direction de la succursale de la firme Stengel de New York, et donc il faut que ce gamin soit parfaitement rompu aux usages américains. Et parmi les amis américains de ce jeune Allemand qui est en train de devenir d'une certaine manière américain lui-même, il y a le fils du président Theodore Roosevelt, le grand Teddy Roosevelt, le héros, si je puis dire, national, le grand chasseur devant l'éternel. D'ailleurs, Ernst va rencontrer le président américain à plusieurs reprises, et comme le voulait son père, eh bien, une fois formé, une fois bien intégré à tout le tissu de la haute société de cette côte est américaine, il va reprendre la direction de l'antenne new-yorkaise de la firme. Alors, ça lui permet de rencontrer tout ce qu'il y a, tout le gratin, si je puis dire, le sénateur de New York, un certain Franklin Delano Roosevelt, qui bien sûr beaucoup plus tard sera le président des États-Unis. Ça va jouer un rôle dans sa vie, très important même. Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1917, nous avons suffisamment l'année dernière insisté sur tout cet aspect, eh bien Ernst n'est pas interné, il est simplement interdit de rentrer en Allemagne. Et ça, il le vit très mal, parce que lui, son idée, ce serait de servir sa patrie. Finalement, après 16 années aux États-Unis, il a quand même fait 1 année de service militaire dans la garde royale à pied de Bavière. Mais enfin, il a passé l'essentiel de son temps là-bas. Il va rentrer en Allemagne. On est là en 1921. Il rentre avec sa femme et son fils. Seulement, depuis son départ, vous imaginez bien que l'Allemagne a considérablement changé. Et même s'il a essayé de se tenir au courant de toutes les transformations, il est sidéré par ce qu'il voit, par ce qu'il découvre. Voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. L'Allemagne, politiquement parlant, était devenue un véritable asile de fous, où les opinions se multipliaient à l'envi sans que l'on puisse raccrocher à une seule idée saine. J'étais par tradition un conservateur, ou plus exactement un monarchiste, qui rêvait encore des jours heureux de Louis II et de Richard Wagner. Comme la plupart des émigrés, j'en étais resté au moment où j'avais quitté l'Allemagne. J'étais naturellement porté à juger bon tout ce qui se rapportait au passé et nuisible tout ce qui pouvait ressembler à une innovation. Je m'irritais du mépris que l'on manifestait à l'égard de l'armée. Je m'émouvais du dénuement des honnêtes artisans. Je n'avais guère connu la misère des 10 dernières années et confusément, j'éprouvais le désir de me rendre utile, mais sans savoir au juste comment. C'est assez intéressant cette remarque parce qu'on est en droit de se demander combien d'Allemands à l'époque ont été attirés par Hitler, si je puis dire, parce qu'ils se posaient justement cette question, comment se rendre utile. Et
Vous l'avez vu dans cette taverne munichoise, il est complètement séduit, subjugué par l'orateur à l'occasion de cette réunion publique. Peut-être que ce jour-là, il s'est dit ce soir-là qu'il avait trouvé un moyen de se rendre utile. Il va donner, se dit-il, des conseils à cet homme en qui il croit pour le rétablissement de la Grande Allemagne. Il va devenir un des donateurs du journal du NSDAP. Faut vous dire qu'à l'époque, tout ça ne roule pas sur l'or, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Le parti est quasiment ruiné. Hitler va devenir dès lors un familier du domicile des Hanfstaengl, près de Munich. On le gave de pâtisseries et de sucre. Il y a là une bibliothèque formidable, donc il se jette dans les ouvrages, notamment sur Frédéric le Grand, sur la Révolution française, etc. Et puis surtout, Ernst est un pianiste. L'espèce de pianiste romantique à l'allemande. Vous savez qu'un rubato extraordinaire. Et ça fascine Hitler, qui aime beaucoup l'entendre jouer Wagner, entre autres, pas seulement. On fréquente la bonne société chez les Hanfstaengl. On parle bien sûr de politique étrangère. Et vous imaginez bien que Ernst, avec la formation qui est la sienne et avec les idéaux, si je puis dire, qui sont aussi les siens, va essayer de ramener le plus possible Hitler vers l'Amérique. Il conseille à Adolf Hitler d'entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas très écouté. Hein. Hitler est assez perplexe sur ce sujet-là. Mais après tout, pour l'instant, Hanfstaengl est le seul véritable intellectuel de l'entourage de l'orateur. Le discours qu'il tient est bien différent de celui de tous les petits idolâtres qui sont là autour d'Hitler. Et ça, Hitler le reconnaît et l'apprécie, bien entendu. Autour de lui, il a surtout des espèces de brutes épaisses, hein, des anti-bolcheviques primaires, si je puis dire, pas très cultivés, etc. Hanfstaengl, lui, a la culture, il a les relations, il a l'assise, il permet à Hitler de se sentir un homme respecté, si je puis dire. Il a donc toutes les clés pour devenir un conseiller écouté. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la relation entre Ernst Hanfstaengl et Adolf Hitler. Les deux hommes se rencontrent à la fin de l'année 1922. Ils deviennent très proches, ça on vient de le vivre avec vous. Mais il y a quand même une question qu'on se pose tous, c'est l'identité des hommes qui sont la garde rapprochée d'Hitler alors qu'il n'est que chef du Parti national socialiste. On est dans les tout débuts, là, bien entendu. Hein, l'homme influent, c'est Alfred Rosenberg, le chef de presse d'Hitler, qui est un personnage effroyable. Hein. Bien sûr qu'il est tout à fait dans la lignée d'Hitler. Il est antisémite, anti-bolchevique, anti-religieux, etc. On trouve un certain nombre de ceux qui vont devenir les fameux dignitaires du Troisième Reich. Alors bien sûr, Rudolf Hess, qui est l'aide de camp d'Hitler, hein, qui est son confident, si vous voulez, mais aussi Joseph Goebbels, Hermann Göring, j'allais dire, etc. Bien entendu, on va revenir sur tout cela dans un instant avec Benoît Hiver. Ernst Hanfstaengl n'aime pas, disons-le, une grande partie de ceux qui entourent Hitler et qu'il considère comme néfastes. D'ailleurs, le bouquin, j'allais dire, les mémoires, sont truffés de petites notations. C'est quand même, c'est une mine pour comprendre de l'intérieur, si je puis dire, ce parti nazi qu'on a tendance évidemment à résumer et à voir de l'extérieur, et pour cause. Hanfstaengl, par exemple, décrit Alfred Rosenberg comme, je cite, blafard peu soigné dans sa mise, l'air à moitié juif, mais de ces demi-juifs qui n'engendrent guère la sympathie. Et puis tout est un peu sur ce mode-là, bien entendu. Oh, il n'aime pas mieux Goebbels d'ailleurs. Bon, alors au fil des mois, les relations avec Göring sont quasiment comiques. C'est très intéressant. Et ils se font constamment des confidences, ils donnent des conseils l'un l'autre. Hanfstaengl va être donc admis, vous l'aurez compris, dans le proche entourage d'Hitler, lorsqu'il y a des réunions publiques qui sont de plus en plus étoffées, avec maintenant des estrades, des drapeaux, etc. Il est sur l'estrade, bien entendu, mais c'est important de dire ça, il est derrière l'orateur, vous voyez quand même la responsabilité qu'il prend dans tout cela, et il fait partie de l'escorte personnelle de Hitler au moment de la fameuse tentative de putsch. Et ça, c'est la question qu'on se pose, évidemment. Où était-il au moment des putschs du 8 et 9 novembre 23 ?
Je cite le mémorialiste. Il n'avait dans son aspect, dans sa mise, vraiment rien d'un révolutionnaire. Il ressemblait plutôt à un percepteur endimanché. Il est étonnant de constater à quel point il paraissait quelconque dès qu'il n'était pas dans le feu de l'action. Une certaine qualité dans son regard, une certaine réserve dans son attitude trahissaient seule sa véritable personnalité. Son comportement était encore celui d'un subalterne, sauf, bien entendu, lorsqu'il commençait à parler. Il devenait alors une espèce de surhomme. La tribune était l'unique endroit où il se sentit totalement lui-même, entre l'Hitler de tous les jours et l'Hitler qui prononçait un discours. Il y avait la même différence qu'entre un Stradivarius au fond de son étui, c'est-à-dire un simple assemblage de bois et de cordes, et ce même instrument sous l'archet d'un virtuose. En ce moment, il avait l'air un peu emprunté de ces jeunes mariés de village, comme on peut en voir à la douzaine derrière les vitrines poussiéreuses d'un photographe de province. Et c'est bien l'image aussi qu'a laissé Hitler, somme toute, qui, lorsqu'il n'est pas dans la représentation et sous les projecteurs, d'une certaine manière, apparaît effectivement comme quelqu'un d'invraisemblablement quelconque. Hans Stengel fait partie de ceux qui vont rendre visite à Hitler dans sa prison après le putsch manqué. Et c'est d'ailleurs lorsque Hitler sort de prison, où voulez-vous qu'il aille ? Chez les Hans Stengel, c'est là qu'elle vient s'installer avec en arrière-fond les concerts de piano, vous savez. Et au fil du temps, notre mémorialiste découvre la psychologie plutôt particulière d'Hitler. Par exemple, le jour de son anniversaire, le 20 avril 1923, lorsqu'il refuse de toucher aux pièces montées qui ont été décorées d'aigles et de croix gammées en crème fouettée. Pas question de toucher au symbole, n'est-ce pas ? Vous devez être à votre affaire aujourd'hui, Herr Hitler, lui lançai-je. On est dans les mémoires. Qui est-ce qui me dit, rétorqua-t-il, que tous ces gâteaux ne sont pas empoisonnés ? Mais ce sont vos amis et vos admirateurs eux-mêmes qui vous les ont envoyés. Oui, je sais, dit-il. Mais cet immeuble appartient à un juif et il paraît que de nos jours, on peut imprégner les murs d'un poison qui tue lentement. Je ne mange jamais ici d'habitude. Herr Hitler, vous avez lu trop de romans d'Edgar Wallace, répliquai-je. Mais rien n'y fit. Je fus obligé de goûter moi-même au gâteau avant qu'il consentît à y toucher. La paranoïa est déjà en train de s'installer. C'est surtout le séjour en prison après le putsch raté qui, selon Hans Stengel, a rendu Hitler vraiment impossible. C'est ce qui le rend détestable. Lorsqu'il sort de prison et vient se réfugier chez Hans Stengel, le futur chancelier se met à hurler « C'est en France que nous remporterons la victoire. Paris sera rasé !» Autrement dit, il a dû faire, des mauvais rêves dans sa prison. Hitler est plus que jamais inflexible sur ses positions, bien que Hans Stengel soit encore un des rares qu'il veuille bien écouter. Chaque fois que je tentais d'infuser un peu de sérum dans les veines d'Hitler, si j'ose employer cette métaphore hardie, dit-il, les autres lui lançaient au visage pour l'aveugler la poussière de l'infanterie, et Hitler leur emboîtait le pas et réentonnait les habituels slogans sur l'ost politique, le coup de poignard dans le dos, la trahison dont avait été victime la valeureuse armée allemande, la forfaiture perpétrée sur le front intérieur, l'imminence du jour du règlement de compte avec les criminels de novembre à Berlin, et la revanche finale sur la France. Intéressant cette notation répétée. Ernst Hans Stengel n'hésite pas à écrire à plusieurs reprises dans ses mémoires que ce caractère est lié à la vie intime d'Hitler et, disons-le, à sa sexualité. Il le décrit comme impuissant, comme homosexuel refoulé. Il le qualifie de héros stérile. La formule est violente, elle est dure, mais elle est probablement assez juste. Pendant 2 ans, les relations entre Hans Stengel et Hitler sont des relations un peu plus éloignées, plus sporadiques, disons. Notre mémorialiste s'est éloigné de la politique pour se consacrer à sa thèse de doctorat, une thèse en histoire de l'art. Et puis, en 1930, aux élections fédérales, le NSDAP remporte 6,5 millions de voix, ce qui fait 107 sièges au Reichstag, et c'est Rudolf Hess qui va appeler Hans Stengel en lui disant qu'Hitler voudrait le voir, voudrait lui parler. Alors Hitler arrive au domicile de Hans Stengel une demi-heure plus tard, c'est-à-dire que la chose a été pour le moins préméditée. Je suis venu vous demander d'accepter le poste de chef du département de la presse étrangère du parti, lui dit Hitler. Une grande mission nous attend. D'ici quelques mois, dans 2 ans tout au plus, nous serons irrésistiblement portés au pouvoir. Avec toutes les relations que vous avez, vous pourriez nous rendre un service signalé.
Alors là, je suis désolé, on a déjà souvent eu l'occasion de le dire à ce micro, nous avons eu des débats avec un certain nombre des historiens spécialistes de la question, cette espèce de clairvoyance incroyable du premier Hitler, si je puis dire, parce que elle n'aura d'égal que son aveuglement invraisemblable dans la deuxième partie de la guerre, mais à ce moment-là, il voit les choses comme personne ne les voit, et il dit tout avec une sorte d'assurance, comme s'il lisait dans l'avenir. Hein, c'est assez étonnant. Parce que tout simplement, je pense que c'est un homme qui a le sens des rapports de force, et qu'il sent où est la force, où est la dynamique. Hanfstaengl va donc accepter de rejoindre Hitler, qui lui répond « Vous faites désormais partie de mon entourage le plus immédiat. » Bon, quand même, en se rapprochant, si je puis dire, Hanfstaengl finit par réaliser à quel point Hitler est devenu psychologiquement fragile, surtout après la mort de sa nièce. Vous savez, ce fameux épisode, la mort de Geli Raubal, on est là en 1931, elle s'est suicidée dans des conditions extrêmement troubles. Leur rapport, quelle qu'en ait été la nature, nous dit Hanfstaengl, avait permis à Hitler, pour la première et unique fois de sa vie, de libérer cette tension nerveuse qui devait bientôt se résoudre définitivement dans les actes de cruauté et de barbarie que l'on sait. Jamais, au cours de sa longue liaison avec Eva Braun, il n'a connu les moments d'euphorie que Geli lui avait apportés et qui eussent peut-être, à la longue, fait de lui un homme normal. La disparition de Geli laissait le champ libre à ses pires instincts. Eva Braun n'étant guère autre chose à ses yeux qu'un vague accessoire domestique, il se livra dès lors tout entier au génie du mal. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous emmène aujourd'hui au cœur de l'histoire d'un homme qui a partagé l'intimité d'Adolf Hitler. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Jusqu'à 15h, ça se passe sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est la page au cœur de l'histoire. Sur Twitter, c'est le hashtag ACDH. Et bien sûr, europe1.fr. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir un homme, son parcours, son histoire. Cet homme, c'est Ernst Hanfstaengl, très proche d'Hitler, conseiller politique d'Hitler. Et on découvre le parcours de lui et d'Hitler, les deux hommes en même temps, depuis le Parti national-socialiste jusqu'à la création du Parti nazi. Oui, alors officiellement, il s'occupe de la presse. C'est pas officiellement, d'ailleurs, c'est son poste. Il s'occupe de la presse étrangère, Hanfstaengl, mais évidemment, il est surtout une sorte de confident, de compagnon. Il accompagne beaucoup Hitler dans les tournées électorales qui sont extrêmement nombreuses au cours de toute cette année 1932, essentielle, décisive année 1932. Et lorsque des correspondants sont là pour venir faire des interviews d'Hitler, vous imaginez que tous les journalistes du monde entier veulent rencontrer le personnage, lui est là pour essayer d'arrondir les angles, si je puis dire. Il fait patienter, notamment, parce que Hitler n'est jamais là quand on voudrait. Il a un emploi du temps, un agenda absolument ingérable. Très intéressant, ça aussi, mais là aussi, nous avons eu l'occasion de le dire, de voir à quel point Hitler était confus, brouillon dans tout, pas du tout ordonné. C'est très étrange de la part d'un homme qui va devenir un chef d'État important. Bon. Lorsque donc Hanfstaengl va essayer d'infléchir un peu les positions d'Hitler en matière de politique étrangère. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Jean-Paul Bled, dans sa préface, nous dit « L'ancien étudiant d'Harvard cherche notamment à lui faire comprendre qu'après la Première Guerre mondiale, il est impossible de concevoir une politique étrangère qui ne tienne pas compte du facteur américain. Tous ces efforts, néanmoins, restent vains. Hitler, la vision d'Hitler étant essentiellement européenne, nous dit Jean-Paul Bled. Et c'est vrai qu'Hitler a encore les références du 19e. Lorsque Winston Churchill passe à Munich en 1932, Hanfstaengl espère que Hitler, qui vient d'arriver donc second à l'élection présidentielle, va le rencontrer. Churchill pourrait voir en Hitler une sorte de rempart contre le communisme, c'est sa principale préoccupation à l'époque. Mais Hitler va trouver des prétextes, il se dérobe, il ne rencontre pas le futur Premier ministre, qui a été déjà un homme politique très important en Grande-Bretagne. Autre exemple, selon les dispositions du traité de Versailles signé après la Grande Guerre, l'Allemagne doit restituer le fameux buste de Néfertiti à l'Égypte. Occasion magnifique de nouer des relations avec le Moyen-Orient, se dit Hanfstaengl. Eh bien non, Hitler refuse. Hanfstaengl commence à prendre conscience qu'il est de moins en moins à sa place. Il doit arborer l'uniforme du parti nazi, enfin de l'uniforme nazi. Par exemple, il ne fait jamais, lui, le salut nazi, mais il continue à dire « Herr Hitler », c'est pas « Mein Führer », etc. Il essaie de se distinguer comme il peut. On a envie de dire, c'est un peu pathétique, néanmoins, la façon dont il se distingue, ses relations avec
avec l'entourage sont également très difficiles. En février 37, il est chargé à la dernière minute d'une mission secrète en Espagne. On est en pleine guerre civile, bien entendu. Les correspondants de presse allemands, dit-on, seraient en danger en Allemagne. Il doit changer d'identité. Il a un passeport sur lequel il s'appelle August Lehmann, peintre et décorateur. Et durant le vol, il apprend par le pilote qu'il va devoir sauter en parachute au-dessus des lignes communistes entre Barcelone et Madrid et non pas atterrir à Salamanque, comme on l'avait dit. Il est convaincu que c'est sa mort, qu'on lui a tendu un piège. Et heureusement, il se trouve que l'avion a un problème technique, doit atterrir en urgence près de Leipzig. Hanf Stengel en profite pour se faire la belle, si je puis dire. Il va prendre le train, rejoindre Munich, passer la frontière, arriver en Suisse, et c'est le départ. Cette fois, c'est fini, l'aventure hitlérienne de Hans Stengel. Bonjour Benoît Hiver. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'éditeur de cet ouvrage qui est présenté par Jean-Paul Bled, un éditeur qui est aussi un grand historien, je le signale à ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas. C'est vous qui avez eu l'idée d'éditer cet ouvrage, de rééditer ces mémoires de Hans Stengel? Bien, c'est né lors de nos nombreuses conversations avec le professeur Jean-Paul Bled, et nous sommes tombés d'accord, on les avait lus tous les deux pour dire que c'était un des très grands chaînons manquants de l'historiographie dont le lecteur français et francophile était privé depuis 50 ans environ, et ça avait été publié à l'origine chez un tout petit éditeur. Et c'était passé largement inaperçu tout en étant pillé par les très nombreux historiens du Troisième Reich, en raison, vous l'avez signalé, de la grande qualité littéraire du texte, qu'il faut bien sûr prendre avec des pincettes, d'où l'intérêt d'une préface et d'un appareil critique. Oui, là, qu'il n'y avait pas. C'est exactement le genre de texte qu'il faut entourer, accompagner, présenter, etc., mettre en perspective. Alors, nous allons venir sur tout cet aspect, bien sûr. Un mot peut-être de la fin de l'histoire qui finit, j'allais dire, en queue de poisson, parce que ça s'est passé comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que Hanf Stengel sentait sans doute qu'il était en danger. On est à une époque de purge intensive en 1937. Il n'a pas que des amis dans le parti, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il va profiter de cet incident pour se sauver, en fait. Pour se sauver et avoir un certain nombre d'aventures. Le récit de sa fuite est digne de John le Carré. Oui. Et pour se retrouver in fine, je dirais, on commence d'où le titre de la Maison Brune à la Maison Blanche. Il finit comme conseiller occulte du président Roosevelt, second du nom qu'il a connu dans sa jeunesse, pour le conseiller sur le nazisme et le Troisième Reich. Oui. Donc c'est une histoire, vraiment la réalité dépasse la fiction. C'est incroyable comme parcours, c'est incroyable. Ce jeune Allemand qui est formé en Amérique, qui rentre des États-Unis après y avoir passé plus de 15 ans, qui va finalement tomber dans les raids d'Hitler et qui, devenu un des conseillers du Führer, finalement sera celui qui, à la Maison Blanche, décrypte le discours nazi pour le président Roosevelt. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, et nous allons revenir ensuite sur les détails, la question est de savoir, est-ce que Hanf Stengel est crédible? Est-ce que ce texte n'est pas une version arrangée des choses? On a connu par exemple les mémoires du grand architecte Albert Speer, qui nous a quasiment fait croire qu'il était résistant, alors qu'il était le meilleur ami du Führer quand même. Il y a un point commun entre ces mémoires et ceux d'Albert Speer, c'est qu'ils sont formidablement bien écrits. Oui, c'est vrai. Ce qui est le plus grand piège possible, évidemment, pour l'historien, qu'ont fait les mémoires de Saint-Simon. Quand le talent littéraire est là, on a envie de tout croire. Mais quand on reste objectif et à distance, ce qui est le propre de l'historien, force est de constater que Hans Stengel a suivi Hitler. Certains extraits de ses mémoires prouvent qu'il n'était pas, à proprement parler, philosémite. Il appartient à un des courants. Il fait partie de la haute bourgeoisie allemande qui n'aime pas les juifs quand même, globalement. D'essence monarchiste assez proche dans la nébuleuse de scorpions qui entoure Hitler, de Göring et de sa clique. C'est un peu les néo-monarchistes qui vont projeter sur Hitler un Hitler qu'il n'est pas, c'est-à-dire un Hitler capable de se réconcilier avec l'Europe, avide de nouvelles alliances et pacifiable, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'il voudrait profiter de l'inspiration d'Hitler et de son très grand talent de tribun, mais le mettre au service d'une autre politique, ce qui est entre parenthèses d'une naïveté confondante. Il va s'en rendre compte lui-même. Nous allons revenir sur l'ensemble de son parcours dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'un homme, Ernst Ansteingel, un homme au service d'Hitler. Et nous découvrons ses mémoires grâce à votre invité, Benoît Hiver. Il est historien, éditeur. Il vient d'éditer Hitler, les années obscures, mémoire d'Ernst Ansteingel, avec une présentation de Jean-Paul Bled, et c'est paru chez Perrin. Ce que nous entendons là, c'est ce passage du concerto l'Empereur de Beethoven, est joué par Walter Gieseking, et c'était il y a 73 ans. On est au moment de la libération. Et ce que vous entendez, ou n'entendez pas, parce que moi je l'entends dans le casque, mais je suis pas sûr que vous l'entendiez dans votre autoradio ou votre poste, ce sont les bombardements alliés sur Berlin, justement. Donc c'est un étonnant enregistrement. Bref. Je ferme cette petite parenthèse. C'était un petit trésor radiophonique que nous vous avons livré là. Pour revenir à un autre trésor historiographique, celui-là, ces mémoires de Ansteingel, qu'il faut, Benoît Hiver, resituer dans la floraison de témoignages qu'il y a eu sur Hitler dans les années 50 et 60. Oui, alors ce qu'il amène par rapport aux autres, c'est deux choses. C'est un éclairage sur les années de conquête et de prise du pouvoir entre 1922 et 1933. C'est-à-dire la toute première partie, alors que la plupart des autres parlent du Hitler de la guerre. Voilà. Vous citiez le cas de Speer. Voilà, par exemple. C'est très précieux sur Hitler au pouvoir. Ou Otto Dietrich, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Le deuxième élément important, vous l'avez signalé également, notamment en faisant affaire aux questions psychologisantes, c'est le portrait psychologique et moral et mental d'Hitler. Alors, où il y a à boire et à manger, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu Freud. Pudzi Ansteingel. Alors on le surnomme Pudzi parce qu'il mesure 1m88 et Pudzi ça veut dire mon petit. Je cite ça parce qu'à l'intérieur c'était aussi une des clés de sa domination sur Hitler. Sa taille, sa force comme pianiste et son côté un petit peu monsieur petite blague. Dans les quelques vidéos qu'on a, on voit un grand échalas, très souriant, tapant dans le dos. Ça a été d'une certaine façon le bon camarade du départ et qui petit à petit découvre qu'il est tombé dans un musée des horreurs et tente de rétro-pédaler. Il y a eu énormément de conservateurs dans ce cas. La grande erreur, le crime des conservateurs vis-à-vis d'Hitler, c'est d'avoir cru qu'il pourrait le façonner. Or, Hitler on le voit très bien dans le livre, avait des idées fixes et arrêtées. Oui, l'emprisonnement dont Ansteingel voit une des clés du changement de sa personnalité est réelle. Au sortir, il a trouvé sa Bible, entre guillemets, qui est l'illisible Mein Kampf. Et il y a des scènes très comiques dans le livre. Il raconte notamment qu'Hitler vient le voir avec Mein Kampf en disant « Voilà mon livre ». L'autre se jette dessus et au bout d'un moment, on se dit « Quel fatras épouvantable ». Oui, à certains moments, on rit. Et ça fait aussi partie du je dirais même qu'on sourit très souvent. Oui, parce oui, que le livre est vraiment sur ce registre-là. Il y a quand même effectivement beaucoup de gêne chez Ansteingel à mesure qu'il découvre qui est vraiment Hitler. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est a posteriori qu'il nous raconte ça? Mais en tout cas, il se rend compte que le bonhomme n'est pas normal, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il aurait pu. Alors, vous avez raison, c'est quand même assez contradictoire, parce que d'un côté, il dit qu'il revient de la prison profondément changé, et il montre bien comment entre 25 et 32, c'est déjà un homme bardé de certitudes, entouré de courtisans, sous l'emprise croissante. Alors, on voit l'ascension, on voit surgir Himmler, qui commence dans un tout petit bureau, Goebbels, qui considère comme profondément satanique, et on voit bien qu'Hitler écoute ces gens-là, et n'écoute pas les représentants de la bourgeoisie ou de l'ancienne aristocratie qui sont petit à petit marginalisés. Et vous disiez que le climat était à la purge en 37. En 37, il y en a eu d'autres avant d'ailleurs. Il y en a eu d'autres avant lors de la nuit des longs couteaux. Bien sûr. Et en 36-37, Hitler se débarrasse de tout ce qui lui restait d'éléments conservateurs. Il y a un grand remaniement ministériel. C'est la grande révolution 37. Oui, et avec ce paradoxe, c'est la grande révolution, vous avez raison, avec ce paradoxe, c'est que le nazisme va toujours, en se radicalisant, contrairement souvent aux instruments de pouvoir. Habituellement, on se radicalise pour accéder au pouvoir, et une fois au pouvoir, on se normalise. On a presque l'impression qu'Hitler a fait exactement l'inverse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inversions dans tout le processus hitlérien. Alors, deux choses qu'il faut que nous précisions. Les étapes. Vous avez insisté sur le rôle qu'a eu la détention sur Hitler après le putsch manqué de 1923. J'ai cité tout à l'heure la mort de Geli, sa nièce. Ce sont des paliers en quelque sorte dans la descente d'Hitler aux enfers. Alors c'est évidemment la thèse du livre. Je pense que très profondément, les thèses d'Hitler sont très tôt enregistrées dans son esprit, et que c'est l'ouvrage le montre très bien, Hitler c'est une voix.
Et c'est le pouvoir de la voix sur ses contemporains, et c'est la façon de trouver, de façon souvent assez balbutiante et chaotique, des idées lui permettant de conquérir les foules. Et on voit bien que l'obsession d'Hitler, c'est de conquérir. C'est la conquête des foules, puis c'est la conquête militaire. C'est vraiment des obsessions de pouvoir. Alors Hans Stengel, en freudien, il voit des pulsions sexuelles inassouvies qui sont transférées. Oui, pour lui, c'est moyen, un impuissant, c'est un refoulé. Et le discours est l'acte sexuel par procuration, où on termine en âge devant des foules extatiques. Une sorte d'orgasme verbal, en fait. Mais le terme est employé dans les mémoires. Ça paraît pas sot du tout. On pourrait comprendre, ça pourrait expliquer l'extraordinaire pouvoir de persuasion de cet orateur. Parce que ça, tout le monde l'a dit, on le sait, on l'a vu, parce qu'on a beaucoup de films, etc. Mais il y avait quelque chose de magnétique chez lui, qui passait probablement par autre chose qu'un simple discours, en fait. Oui, la comparaison avec le Stradivarius, il montre bien qu'Hitler commence en douceur, puis va crescendo, cesse modéré. À l'inverse, pour exonérer Stengel qui se fait beaucoup plus beau qu'il n'est, il est exact que personne ne pouvait imaginer ce que Hitler deviendrait en 1922 ou 1923. C'était totalement, il est dit au moment, à côté d'Himmler, je voyais un type tout gris passer à côté de moi, je ne pouvais pas imaginer ce que ça allait donner plus tard. Et ça, c'est vrai. Oui. L'entourage est au moins aussi présent qu'Hitler lui-même dans les fameux mémoires. Ça, c'est quand même très intéressant du point de vue historiographique, parce qu'on a des portraits. Vous parliez de Saint-Simon tout à l'heure, on n'en est pas toujours très loin. On a des portraits qui sont extraordinaires de toute cette faune qui s'installe progressivement autour d'Hitler. Une méchanceté incroyable, avec cette particularité aussi de l'Allemagne nazie, c'est d'avoir un animalier absolument incroyable. Entre Göring, je vais être un petit peu trop synthétique, mais Göring, l'obèse morphinomane, Ribbentrop, le pan vaniteux, Goebbels, l'hystérique. Il y a une scène où il raconte absolument incroyable, où Goebbels, sa femme, l'empêche de tomber et il l'étrangle après en la mettant quasiment par terre pour lui faire sentir son pouvoir. Effectivement, je parlais des damnés de Visconti, on le voit à certains moments. Vous en parliez hors micro, donc c'est bien d'en parler dans le micro. Ces damnés de Visconti, ce film de Visconti sur la montée d'Hitler, justement, ou plutôt exactement sur l'attitude de la haute bourgeoisie allemande au moment de la montée d'Hitler, reflète exactement ce que nous dit Hans Stengel, en fait. Oui, où les gens y croient, adhèrent, pour certains d'entre eux vont beaucoup trop loin et après ça sont pris au piège et le piège se referme sur eux. Il y a quand même eu un certain nombre de dignitaires des premiers temps. Alors, bon, je ne parle pas de Röhm qui est liquidé, etc., mais il y a un certain nombre de personnes qui vont s'en aller et qui sont remplacées par des gens beaucoup plus radicaux. Oui, ils sont marginalisés. Donc, dans beaucoup de cas, par exemple, on citait le cas de von Neurath, qui était le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est disgracié parce que considéré comme beaucoup trop mou. Il finira quand même sa carrière comme Reich protecteur avant Heydrich en Bohême. Hitler ne tue pas forcément toujours quand c'est pas Staline de ce point de vue-là. Non. Il a une conception purement tactique. Il le dit, Hans Stengel, il divise pour régner au sens le plus propre. Alors on voit bien qu'une fonction, quand il lui dit vous allez devenir le patron du bureau international, vous allez avoir tous les correspondants étrangers à la main. Formidable, ça a une fonction quasi de vice-ministre, sauf qu'il n'est pas payé dans un premier temps, il doit demander un salaire à Hitler, il a un bureau de nain, il a carrément pas de service auprès de lui, et ses pouvoirs très virtuels sont concurrencés par Goebbels, qui veut mettre la main sur son service, par Göring, par Ribbentrop, et on voit cette incroyable lutte permanente au milieu de cette forme d'anarchie organisée par Hitler. Il y a un désordre là-dedans incroyable. Mais un désordre volontaire, visiblement. Il raconte, ça fait partie des scènes comiques, que parfois Hans Stengel, avec des correspondants étrangers, cherche Hitler carrément dans tout Munich ou dans tout Berlin pour lui faire rencontrer quelqu'un avant de le retrouver à la terrasse d'un café. Et Hitler, très surpris après le pouvoir, ne comprend pas qu'Hans Stengel ne renvoie pas, ne fasse pas déporter les journalistes étrangers et n'assure pas l'ordre, comme le fait si bien Goebbels pour les journalistes allemands. Évidemment, c'est plus facile. Oui, le matériel est différent. Pas tout à fait la même faune pour le coup. Dans un instant, nous allons revenir sur le parcours personnel de Hans Stengel dans ce climat dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est délétère. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous plongez cet après-midi, Franck, au cœur des mémoires d'un homme qui a été au service d'Hitler. Cet homme, c'est Ernst Stengel. Les mémoires s'appellent Les années obscures. C'est Mémoires d'Ernst Stengel avec la présentation de Jean-Paul Bled. Et c'est édité par Benoît Hiver, qui est historien. C'est paru chez Perrin et il est votre invité aujourd'hui. Oui, obscures à tous les sens du terme. Et d'abord parce qu'elles sont très méconnues, ces années de la montée d'Hitler au pouvoir. Alors,
on sait l'essentiel, mais là, vous êtes vraiment dans les coulisses, si je puis dire, et ça, de ce point de vue-là, c'est un document, je crois que c'est le terme qui convient, et comme tout document, surtout lorsqu'il est écrit par un des acteurs de l'histoire, il mérite, il se doit d'être présenté, d'être critiqué, d'être entouré de toutes sortes de précautions, et c'est le travail de Jean-Paul Bled. C'est vous qui avez songé à Jean-Paul Bled, Benoît Hiver? Mais nous avions fait ensemble déjà des témoignages comme les mémoires d'André-François Poncet sur l'ambassade à Berlin. Jean-Paul Bled, grand ambassadeur de France à Berlin, dans la période sensible. Nous avions publié il y a 2 ou 3 ans, et Jean-Paul Bled est un des tout meilleurs spécialistes français de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et c'est en plus, luxe supplémentaire, un très bel écrivain. Donc on a une belle présentation et un appareil critique puissant et irréprochable qui permet effectivement de contextualiser chaque situation et chaque personnage. Et ça, c'est indispensable pour ce type de témoignage. Ce sont les clés pour comprendre d'une certaine manière. Alors, exactement. On est néanmoins bien obligé de s'en remettre à ce que nous raconte Hans Amstengel pour ce qui est de ses intentions. Lui nous dit que dès le début, son intention, c'est d'amener Hitler, sinon à la raison, du moins à une certaine ouverture, et notamment ouverture sur l'Atlantique, essentielle. Et le moins qu'on puisse dire, qu'il n'écoute pas beaucoup le chancelier, le futur chancelier. Il y a une sorte de conflit, lui ayant été aux États-Unis et très sensible aux thèses de l'amiral Mahan sur la grande stratégie navale, et prône une alliance avec l'Angleterre et les États-Unis, ce qui est effectivement une excellente idée, alors que Hitler reste un fantassin de la Première Guerre mondiale qui va écouter Rudolf Hess et adhérer à la théorie de l'espace-vie, la fameuse théorie de l'espace vital à l'Est qui mènera au drame que l'on sait. Alors, Amstengel nous dit qu'il s'éloigne, qu'il réprouve les grandes violences, etc. Mais il met du temps à partir quand même. Hein, parce que les grandes violences, elles n'ont pas attendu 1937. Hein. Il n'est pas le seul. Si vous voyez l'itinéraire de quelqu'un comme le premier vice-chancelier von Papen, qui vient aussi des milieux conservateurs, c'est quelqu'un qui aura un très très long compagnonnage de route avec le régime. Et il y a eu effectivement par la suite une tentative, à mon avis, de se démarquer devant l'ignominie. Et je reconnais à Amstengel le mérite de ne pas faire croire, de ne pas se placer comme plus résistant qu'il n'a été. On voit qu'il a un rôle assez discret, surtout à partir de 1933, qui ne pèse plus grand-chose. Et il raconte notamment de manière presque pathétique comment il est de plus en plus considéré comme quantité négligeable. Il va voir un jour, presque de sa propre initiative, Mussolini. Il ramène une photo de Mussolini et Hitler. Oui, il lui dit « Mein Führer, j'ai un moyen pour vous d'avoir un entretien avec le Duce ». L'autre lui dit « Mais allez-vous de ce qui vous regarde, c'est pas votre rayon ». Et peu de temps après, l'entretien aura lieu. Et Amstengel n'est même pas invité. Même pas convié, oui. Et Hitler lui dira « Ah, vous auriez dû être là ». Oui. Hitler est quand même d'une très très grande désinvolture avec son entourage. Je ne pense pas qu'il le soit tout particulièrement avec Amstengel. D'une façon plus générale, c'est un homme désinvolte. Mais on lui connaît pas. Sans aucune forme de respect, hein, on peut le dire. Hein. On lui connaît pas d'ami hormis son chien. Oui. Et il y a aussi le cas qui est très bien raconté de Rudolf Hess. Il y a une certaine tendance, aussi typique d'un certain nombre de dictateurs, d'écarter, une fois qu'on est au pouvoir et assis, des gens avec qui on a fait un bout du chemin. Oui. C'est le cas de Rudolf Hess. Trop. C'est le cas de Rudolf Hess aussi, qui est progressivement poussé de côté et qui lui va entreprendre, qui reste par contre un fanatique d'Hitler, là où Amstengel ouvre effectivement les yeux plus rapidement que beaucoup d'autres. Oui. Amstengel était surnommé le bouffon d'Hitler. Pourquoi ? Oui. À cause de son sens de l'humour, qu'on peut retrouver d'ailleurs partiellement dans les mémoires, et parce qu'il est le seul qui arrive, par la musique, par ses plaisanteries, à détendre Hitler. Et on découvre des aspects qu'on ne connaissait pas. On découvre un Hitler d'une gourmandise parfois affolante, qui prend des verres de Gewürztraminer et qui rajoute des cuillerées de sucre. Oui. Ce qui n'est pas de la très haute gastronomie, mais ce qui prouve, enfin on est loin de l'image parfois spartiate et ascétique d'un Hitler vegan buvant de l'eau minérale. Ce qu'il est devenu, mais à la toute fin de sa vie. À la toute fin de sa vie. Il faut bien comprendre que là encore, nous parlons d'un personnage qui est en cours d'ascension et de formation. Il y a eu des années extrêmement difficiles avant les grands succès du début des années 30. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est presque totalement ruiné, qui vit au crochet des autres, qui est, vous aviez raison de le signaler, totalement désinvolte, donc qui s'occupe vraisemblablement pas du tout de questions d'argent, et qui du début jusqu'à la fin, on parlait tout à l'heure du pouvoir de la voix, rien ne lui fait plus plaisir, plutôt que de présider une réunion qui lui casse les pieds, de quitter la chancellerie pour aller discourir dans un café avec ce qu'il appelle les Alte Kämpfer, les premiers compagnons de route, et jusqu'à la fin, jusqu'en 1945, tous les soirs, jusqu'à 5 heures du matin, il raconte les mêmes histoires à l'infini,
tuant de fatigue, à mon avis, son entourage, qui n'en peut plus d'entendre pour la 75e mille fois l'histoire du putsch manqué de 1923 et autres considérations géopolitiques, souvent d'un niveau très médiocre. Et quand il a fini, évidemment, c'est pour demander à Hans Stengel de reprendre pour la énième fois la même pièce pour piano. Et là, le bouffon est en fait une sorte de masseur de l'esprit qui lui apporte ce moment de détente dont il a tant besoin. Leur dernière rencontre en 1935, Hitler lui annonce sa fin programmée en lui demandant de lui jouer une marche funèbre. C'est quand même assez, une fois de plus, assez prophétique cette histoire. C'est un avertissement. Enfin là, Hitler, ayant le doigt sur la gâchette, savait de quoi il parlait. Oui. On peut dire d'une façon générale que ce genre de témoignages, car il en existe d'autres, effectivement, sont incontournables, mais à prendre avec précaution, bien entendu, puisque l'homme qui raconte les choses le fait après coup, en essayant de se dédouaner le plus possible, évidemment, et à la lumière de ce qu'on a appris. Ce qui n'était pas le cas au moment où il vivait les faits, bien entendu. Absolument. Ernst Hanfstengel, Hitler, les années obscures, ce sont donc les mémoires de celui qui a été un des conseillers d'Hitler dans la période des Vaches Maigres. Une présentation de Jean-Paul Bled, et c'est édité par les éditions Perrin, dont nous sommes très heureux de pouvoir saluer pour une fois n'est pas coutume, le patron en personne, en la personne de Benoît Hiver. Merci. Grâce à la SNCF. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Benoît Hiver. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. C'est un objet aujourd'hui qui nous intéresse, un objet que l'on voit beaucoup pendant les vacances sur les plages, c'est le cerf-volant. Alors d'où vient-il ce cerf-volant? Ça va être nettement plus léger là. Oui, c'est beaucoup plus léger. Ça viendrait, alors on pense que ça vient de Chine, vous savez, c'est l'image qu'on a, les cerfs-volants chinois qui étaient équipés notamment de ces grandes lames de rasoir là, pour couper les fils des autres. Bon. Il y a une autre hypothèse qui attribue l'invention de l'objet volant aux Indonésiens. Les Indonésiens qui, vivant dans un archipel, étaient des navigateurs hors pair et auraient commencé à utiliser des cerfs-volants à partir de 1500 avant notre ère environ. Quoi qu'il en soit, l'existence de cerfs-volants en Chine est de manière absolument certaine attestée dès le IVe siècle avant notre ère. Des cerfs-volants qui à l'époque sont composés d'une armature de bambou et d'un voile en soie ou en papier, qui peuvent porter des dragons, toutes sortes de choses et des messages pour effrayer l'ennemi. Ça fait partie de leur fonction. Petit à petit, ce cerf-volant va se répandre dans le Pacifique, à travers toute l'Asie. Il n'arrivera cependant en Occident qu'autour du XIIe siècle, un peu avant Marco Polo. Marco Polo qui, dans le devisement du monde, nous dit que les Chinois étaient capables de soulever un homme grâce à un cerf-volant, vous savez. C'est un objet de loisir pour les enfants, bien sûr, mais c'est aussi un outil d'étude scientifique. N'oubliez pas qu'en 1749, Alexander Wilson, météorologiste écossais, va étudier les variations de température en attachant les thermomètres à des cerfs-volants. Et puis en 52, évidemment, Benjamin Franklin va démontrer l'existence de courants électriques en lançant son cerf-volant au cœur d'un orage. Vous vous rappelez cette histoire? Et puis une trentaine d'années plus tard, on va réaliser la première photo aérienne également grâce à un cerf-volant. Par la suite, on utilisera le cerf-volant pour toutes sortes de choses, notamment le char, le snow kite, le kitesurf, etc. Ouais, mais ça c'est plutôt votre partie à vous, Anissa. Tiens, pourquoi cerf-volant d'ailleurs? Ah bah oui, ça vient d'où ce mot? Rien à voir avec le cerf Marie de la Biche. Ça vient de la serpe volante, serpe au sens de serpent autrefois, parce que justement les cerfs-volants en question étaient littéralement hérissés de têtes de serpents et de dragons.